Couper les glucides peut améliorer vos analyses et pourtant aggraver votre métabolisme. Et c'est précisément ces points qui n'est presque jamais expliqué quand on vous conseille de supprimer les glucides pour maigrir. Oui, les low carb, la cétogène, peut provoquer une perte de poids relativement rapide. Oui, certaines améliorations métaboliques peuvent aussi apparaître à court terme. Mais la vraie question ici n'est pas « est-ce que ça marche aujourd'hui ?» La vraie question est « qu'est-ce que ça fait à votre métabolisme dans quelques mois ou dans quelques années ?» Parce que si vous êtes comme moi, vous ne voulez pas maigrir maintenant pour devenir encore plus fragile ensuite, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas non plus reprendre du poids au moindre écart, ni vous retrouver prisonnier d'une stratégie alimentaire que vous devrez suivre à vie. Et ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui ne repose pas sur une opinion, mais sur ce que la littérature scientifique observe lorsque les glucides sont supprimés sur la durée, sur le long terme. Et gardez bien cela en tête pour la suite, parce que c'est là que beaucoup des stratégies de perte de poids commencent réellement à poser problème. Après avoir moi-même supprimé les glucides pendant plusieurs années de low carb, cétogène et même carnivore, j'ai vu dans mes propres analyses, ma glycémie à jeun s'est détériorée, ma sensibilité à l'insuline a diminué, ma thyroïde a ralentir et même mon cholestérol augmenté fortement. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous montrer pourquoi, moi personnellement, je ne supprimerai plus jamais les glucides pour maigrir et vous présenter des preuves montrant que cette approche favorise réellement la résistance à l'insuline et une série d'adaptations métaboliques négatives avec le temps, des choses que je suis certaine que vous souhaitez éviter. Alors, allons-y! Bienvenue sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et je suis ici pour vous montrer la réalité sur la santé et la perte de poids, basée sur la bonne science, le bon sens et sans blabla. Alors, allons-y, faisons un test très simple. Et ce test est fondamental parce qu'il permet d'observer ce qui se passe réellement quand on supprime les glucides, sans pouvoir accuser ni les calories ni le manque de discipline. Que se passerait-il si on prenait un groupe de personnes et qu'on leur faisait suivre une alimentation très pauvre en glucides, tout en maintenant exactement la même quantité de calories qu'elles consommaient auparavant, simplement pour voir ce que ça donnerait? Puis, après quelques semaines, on réaliserait des analyses sanguines et d'autres tests pour observer ce qui s'est passé? Ce serait un bon test, non? Bonne nouvelle, c'est exactement ce qu'a fait une excellente étude publiée en 2019. D'ailleurs, elle a inclus la collaboration des médecins favorables au low carb et à la cétogène. Les chercheurs ont pris 17 hommes et ils les ont placés dans une chambre métabolique pendant toute la durée de l'étude, où ils étaient contraints de consommer uniquement les aliments fournis par les chercheurs. C'est-à-dire que cette étude a été très bien contrôlée. Pendant les 4 premières semaines, ils ont suivi une alimentation classique, contenant environ 50% de glucides et 35% de lipides. Et cela dans le but de maintenir le poids. Ensuite, pendant 4 semaines supplémentaires, ils ont suivi une alimentation cétogène, très pauvre en glucides, mais isocalorique, c'est-à-dire avec la même quantité de calories que la précédente, avec seulement 5% de glucides et environ 80% de lipides. Et que s'est-il passé par la suite? Après ces 4 semaines, les participants ont de nouveau consommé un repas normal, identique à celui de la première phase. Et ce que les chercheurs ont observé dans les analyses est préoccupant. Ils ont vu que la diète cétogène a rendu les participants moins sensibles à l'insuline, c'est-à-dire plus résistants à l'insuline. La courbe glycémique postprandiale était plus élevée après le repas et le corps devait sécréter davantage d'insuline pour métaboliser le même repas, même si l'insuline à jeun était plus basse. Autrement dit, la suppression sévère des glucides en seulement quelques semaines a suffi à induire une résistance physiologique à l'insuline et à détériorer la tolérance au glucose. Et gardez bien cette information en tête, parce que je vais vous montrer dans un instant pourquoi c'est précisément ces mécanismes qui expliquent la reprise des poids si fréquente après le low carb et la cétogène. Cela signifie prise de poids plus facile avec le temps et métabolisme ralenti. Et quoi d'autre? L'étude conclut qu'un passage d'une alimentation classique à une alimentation cétogène isocalorique avec la même quantité de calories est associé à une augmentation du cholestérol LDL, une augmentation de la protéine C réactive, qui est le taux d'inflammation,
une réduction de la sensibilité à l'insuline, une résistance physiologique à l'insuline indépendante des repas. Et pourquoi cela s'est produit? Eh bien, les régimes riches en graisse et peu en glucides inhibent métaboliquement l'absorption du glucose par les cellules. Et cela est connu depuis longtemps. Dès 1994, des études concluaient que les acides gras inhibent de façon dose-dépendante l'absorption du glucose stimulé par l'insuline, provoquant une résistance à l'insuline au niveau hépatique et systémique. Plus on évite les glucides et que nous mangeons davantage de graisses, plus on va inhiber le métabolisme du glucose. Et c'est pour cette raison que l'on dit souvent que les low carb et la cétogène ne fonctionnent que tant qu'on les suit. Car dès que l'on refuse de continuer dans une guerre contre l'envie naturelle pour les glucides et on les réintroduit, le corps est métaboliquement beaucoup plus prédisposé à reprendre du poids rapidement. Et vous aurez tendance à reprendre rapidement tous les poids perdus et vous retrouvez au final dans une situation parfois encore moins favorable qu'au moment où vous avez commencé. Regardez maintenant cette autre étude publiée en 2005 qui dit ce qui suit. Une augmentation progressive des acides gras circulant dans le sang, autrement dit une alimentation riche en graisse et pauvre en glucides, inhibe le métabolisme du glucose et la signalisation de l'insuline de manière dose-dépendante. L'étude précise également que même des petites augmentations des acides gras circulants sont déjà suffisantes pour produire cet effet. Ce n'est pas anodin. Autrement dit, si vous prenez un groupe d'adultes en surpoids ou obèses et que vous les faites suivre une alimentation low carb isocalorique, cétogène isocalorique avec le même apport calorique de leur alimentation habituelle, vous observez déjà une augmentation de la résistance à l'insuline. Encore une fois, ce n'est pas question de combien de calories sont ingérées. Et cela a été clairement démontré par une étude publiée en 2017 qui a fait exactement cela. Non seulement les chercheurs n'ont observé aucune réduction de la graisse viscérale avec la suppression des glucides, mais ils ont conclu de manière très claire qu'une alimentation riche en graisse affecte négativement la sensibilité à l'insuline et peut ainsi contribuer au développement du diabète de type 2. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Parce que le diabète et les troubles métaboliques associés au diabète sont précisément ce que la plupart des personnes cherchent à éviter ou à corriger en adoptant une alimentation low carb. Comme je le disais, les effets métaboliques d'une alimentation riche en graisse et pauvre en glucides, à moyen et à long terme, sont déjà bien connus et malheureusement, ils ne sont pas si positifs que cela. Mais beaucoup de personnes se laissent séduire par la perte de poids et certaines améliorations observées à court terme et finissent par ignorer les effets profonds qui apparaissent ensuite. Regardez par exemple cette étude publiée en 2001 qui affirme très clairement, je cite, l'obésité est presque toujours associée à une résistance à l'insuline. Chez la majorité des personnes obèses, le niveau des graisses circulant dans le sang sont élevés. L'augmentation physiologique des acides gras circulants induit une résistance à l'insuline, aussi bien chez les personnes diabétiques que non diabétiques, à travers plusieurs dysfonctionnements métaboliques. Un autre point qui beaucoup ignorent est le suivant. Lorsque vous consommez très peu de glucides et que vous mangez plus de graisses, vous forcez effectivement le corps à utiliser davantage les graisses comme carburant et moins les glucoses. Cela augmente la quantité d'acides gras circulant dans le sang, exactement ce que nous venons de voir comme facteur déclenchant de la résistance physiologique à l'insuline. Et gardez cela bien en tête, la majorité des graisses brûlées dans ces contextes parviennent de l'alimentation et non des réserves de graisses stockées dans le corps. Par ailleurs, beaucoup de personnes se focalisent uniquement sur une glycémie élevée, sans réaliser que chez les personnes déjà métaboliquement altérées, qu'elles soient diabétiques ou simplement en surpoids, les niveaux des graisses circulantes sont eux aussi élevés. Il est également bien établi que dans le diabète, par exemple, une grande partie du glucose circulant est produite par le corps lui-même, notamment par le foie, et ne provient pas directement de l'alimentation. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? L'œuf ou la poule? La vision traditionnelle considère que c'est le glucose qui pose problème et qu'il augmente à cause d'un excès de glucides. Mais la littérature scientifique indique au contraire que ce sont les acides gras circulants élevés qui réduisent la tolérance au glucose et entraînent l'augmentation de la glycémie. Autrement dit, nous regardons probablement le problème à l'envers. Et je ne savais pas tout cela moi non plus pendant toutes ces années où j'ai moi-même supprimé les glucides.
Jusqu'au moment où j'ai commencé à ressentir les effets négatifs moi-même directement sur mon corps, ce qui m'a forcé à approfondir mes connaissances sur les sujets. La majeure partie de la perte de poids observée avec la low carb et la cétogène provient de la perte des liquides, y compris plusieurs kilos d'eau, liés à la vidange rapide des réserves de glycogène musculaire. Et cela peut en soi poser problème, car cela augmente les hormones du stress. Et la perte de poids observée ensuite est bien souvent davantage liée à la réduction calorique spontanée que au fait de supprimer les glucides en tant que tels. Autrement dit, les glucides en eux-mêmes ne sont probablement pas le vrai problème ici. En réalité, leur absence prolongée a plutôt tendance à aggraver la situation. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises ici sur cette chaîne. Nous ne pouvons pas rester prisonniers d'une idéologie lorsque nous découvrons qu'il existe des stratégies plus efficaces et plus saines. Et ce point est particulièrement important parce qu'il relie le low carb à des mécanismes biologiques que l'on observe aussi quand le corps se sent en situation de manque prolongé. De nombreuses études montrent que les adaptations métaboliques induites par une alimentation très peu en glucides ressemblent fortement à celles observées en situation de restriction sévère, voire de famine. Ralentissement global du métabolisme, prédisposition à la reprise du poids lors du retour à une alimentation normale, augmentation des hormones du stress comme le cortisol, le glucagon et l'adrénaline, qui favorisent la perte musculaire, augmentent l'anxiété et détériorent le sommeil. On observe également une élévation du cholestérol, associée à une baisse de la production de certaines hormones sexuelles, ainsi qu'un ralentissement de la fonction thyroïdienne. Tout cela est très bien documenté dans la littérature scientifique. Et toute personne ayant pratiqué une restriction sévère des glucides suffisamment longtemps a très probablement déjà constaté ces effets dans ses propres analyses. Moi, en tout cas, je les ai clairement observés. C'est pour cette raison que je ne suivrai plus jamais une alimentation low carb dans un objectif de perte de poids. Et c'est aussi le message que je répète sur cette chaîne depuis 4 ans pour être plus précise. Votre perte de poids ne doit jamais se faire au détriment de votre santé. Il n'est pas nécessaire de maigrir pour être en bonne santé. Il est nécessaire, au contraire, de restaurer la santé métabolique pour pouvoir ensuite maigrir durablement. C'est en ajustant l'alimentation pour améliorer la sensibilité à l'insuline et soutenir le métabolisme que l'on débloque une combustion naturelle et efficace des graisses, accompagnée de plus de vitalité, d'un métabolisme plus réactif et d'une plus grande facilité à perdre du poids et non plus à reprendre du poids. C'est exactement ce que j'ai déjà aidé des milliers de personnes à mettre en place avec mon approche et mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement. Je vous invite à garder la chose suivante en tête. Oui, le low carb, la cétogène, peut faire maigrir, comme le low fat, la restriction calorique, les régimes végétaliens, le jeûne intermittent et bien d'autres approches. Mais est-ce la meilleure stratégie pour une perte de poids saine sur le long terme? À mon avis, non, et très loin de là. D'ailleurs, le low carb, la cétogène, perd progressivement sa popularité dans le monde entier, à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience de ses effets négatifs à long terme et de la reprise des poids rapide qui survient au moindre écart. Les raisonnements de beaucoup de personnes, des défenseurs de la low carb et de la cétogène, reposent encore sur une vision simpliste qui a déjà été refutée, que les glucides augmenteraient la glycémie, que la glycémie stimulerait l'insuline et que l'insuline stockerait de la graisse. Point final. Mais cette lecture est extrêmement réductrice, simpliste, et passe complètement à côté de la véritable cause du problème. La résistance à l'insuline n'est pas causée par la consommation des glucides. La littérature scientifique est aujourd'hui très claire à ce sujet. Des niveaux élevés d'insuline ne sont pas la conséquence des niveaux élevés de glucose, mais l'inverse. Une glycémie élevée est la conséquence d'une insuline élevée, elle-même fortement liée à des niveaux élevés d'acides gras circulants et à l'inhibition du métabolisme du glucose au niveau cellulaire. Le problème n'est donc pas un excès de glucides, mais une dysfonction métabolique et énergétique au niveau des cellules. Ce que vous voulez, c'est de perdre du poids en collaborant avec votre corps, en traitant la cause profonde du problème et en construisant un métabolisme robuste qui vous protège contre la reprise des poids et vous permet de vivre avec une réelle liberté alimentaire, comme par exemple le cas de succès de cette semaine. Petit bilan au bout de 10 semaines, moins 7,6 kg, je suis ravie.
Au-delà de la perte des poids, le plus grand changement est sûrement l'énergie et l'envie de bouger. Mon humeur est plus stable. J'ai aussi remarqué moins de perte de cheveux et une peau du visage plus tonique. Pour conclure, je suis ravie, car c'est la première méthode depuis 2-3 ans qui marche pour moi. J'ai commencé à désespérer et les dire qu'avec l'âge, j'étais condamnée à ne plus perdre du poids. Merci Renata. C'est toujours encourageant de voir ce type de résultats, n'est-ce pas? Bravo à toi pour ces super résultats. Je suis vraiment très contente pour toi. Vous pouvez bien sûr regarder d'autres vidéos ici sur cette chaîne pour approfondir le sujet. Mais si votre priorité est de perdre du poids et que vous souhaitez un accompagnement clair, pas à pas, pour aller directement à l'essentiel, je vous invite à découvrir mon programme Accélérateur Maigre définitivement. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour comprendre votre corps, des cours complets, des listes d'aliments pour chaque phase du processus. Vous serez guidé par les 4 phases avec des recettes délicieuses, des cours exclusifs, un forum pour poser toutes vos questions et des rencontres en live tous les mois pour aller plus loin, ensemble. Retrouvez le lien dans la description ou directement sur accélérateur-md.fr. Pour le reste, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre à quel point les choses peuvent être inversées dans le discours nutritionnel actuel. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, car tout cela m'aide beaucoup avec ce travail que je fais ici. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!